Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Comment les masters sélectionnent-ils à l'université? La campagne de sélection pour intégrer un master à la rentrée 2022 bat son plein. Alors que les notes restent le critère le plus important, le savoir-être, la personnalité, l'expérience et le parcours commencent à faire la différence, encore plus dans les masters qui touchent à la gestion des entreprises, là où la concurrence est rude. Alors comment, à l'ère post-Covid, les candidats peuvent-ils se démarquer? On va tenter aujourd'hui d'analyser l'évolution de ces critères de sélection des universités avec nos deux invités. Éric Lamarque, directeur de l'IAE Paris-Sorbonne et président du réseau IAE France. Il est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Éric Lamarque, merci beaucoup de nous accompagner. Valérie Mathieu nous accompagne également, elle est en visioconférence. Elle est directrice associée de l'IAE DEX. Bonjour. Bonjour. Bonjour Valérie Mathieu, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui à distance. On verra d'ailleurs, c'est ça qui va être intéressant, s'il y a une différence de sélection entre les universités parisiennes et les autres aussi sur le territoire. Éric Lamarque, première question, comment le nombre de candidatures dans vos IAE a-t-il évolué ces dernières années? Alors il a progressé globalement sur le niveau des masters, puisqu'on parle des niveaux masters. Il a particulièrement aussi progressé au moment du Covid, en fait. Parce que comment vous l'expliquez ça? Il y a eu plusieurs phénomènes dans le réseau des IAE. Pour l'essentiel des IAE, il faut passer un test, le test score IAE message, et avec aussi l'arrêt des examens au début de l'année 2020. En fait, beaucoup de gens ont pu candidater et les IAE au début 2020 et pour la rentrée 2020 avaient suspendu cet examen puisqu'il ne se déroulait pas. Donc c'est comme ça que vous expliquez cette Voilà, hausse. il y a eu ça beaucoup. Et puis après, la deuxième raison, c'est qu'il y a, je pense, une attractivité croissante pour les formations en IAE parce que les résultats de l'insertion et des rémunérations rejoignent ceux des écoles traditionnelles privées. Et du coup, nous, les coûts de formation sont des coûts de formation universitaires ou aussi beaucoup d'alternance. Donc voilà, donc ce double effet de effectivement des conditions d'accès qui sont un petit peu ouvertes et surtout l'attractivité des IAE en général, puisque il y a 5-6 ans, il y avait une trentaine d'IAE, on va arriver à 40, donc il y a une attractivité pour ce label dans les universités françaises. Pour qu'on comprenne bien, quelle filière métier regroupe ces IAE justement? Alors il y a deux grandes filières métiers, ce qu'on appelle la filière historique de la double compétence, où des gens qui ne sont pas des gens de gestion au départ, donc des ingénieurs, des gens de la santé, du droit, viennent compléter par un Master 2, souvent, donc ils arrivent directement en Master 2, et viennent acquérir des compétences de gestion. Et ensuite, après, toutes les formations spécialisées du management, donc la finance, le marketing, les ressources humaines, les systèmes d'information, les data, le management des data, la qualité, voilà. Donc toutes les grandes disciplines, soit fonctionnelles, soit thématiques, beaucoup de choses autour de la RSE, etc. Donc les IAE ont pas mal diversifié leur offre. Aujourd'hui, vous avez plus de 1000 formations dans les IAE, 53 000 étudiants. Je crois qu'à peu près, la sélection que l'on procède en moyenne en France est de l'ordre de 25%. C'est-à-dire qu'on prend à peu près 25% des candidats. Parce que malheureusement, ce n'est pas forcément un fait de gloire personnelle, parce que voilà, nos universités, elles ont à accueillir beaucoup de monde de toutes les disciplines, et c'est les quotas quelque part que l'on a, c'est les salles de classe. On ne pousse pas les murs, on ne pousse pas les murs. Vous avez ouvert quand même des places supplémentaires ces dernières années pour faire face quelque part à cette hausse de candidature. On a surtout ouvert des nouvelles formations. On a renforcé les formations autour de la RSE. Donc, qui dit nouvelles formations, dit la qualité, ouverture la sécurité aussi. et l'environnement. Donc, tout ça, c'est des formations et des métiers émergents évidemment, sur lesquels on va former. Les formations traditionnelles se maintiennent très, très bien parce qu'il faut toujours des gens de finance, de compta, etc. Mais effectivement, moi, je vois à Aix, je pense que c'est pareil, en tout cas à Paris, sur certains masters, on prend 5-6% des candidats. Et ça, pour nous, qui sommes à l'université, c'est pas aussi notre ADN. Je dis pas qu'on prend tout le monde, mais comprendre peut-être 2 fois plus de gens, qu'on ait des taux de sélection plus près de 10 que de 5, ça serait pas si mal, sauf que, notamment à Paris, il n'y a pas les salles, donc du coup, on est extrêmement sélectif, on va employer le mot. C'est ça. Très peu d'élèves dont sélectionnés, on va rentrer dans le détail. Malgré l'attractivité, on va rentrer donc dans le détail évidemment de ces critères de sélection, comme on peut en prendre très peu. Et on verra comment vous les choisissez. À regret, très peu. À regret, on l'a compris. Valérie Mathieu, vous faites le même constat, j'imagine, à Aix, de nombreuses candidatures aussi.
Oui, absolument. Je partage totalement l'analyse d'Éric Lamarque sur l'évolution des candidatures, sur ce pic de candidatures que l'on a eu effectivement en 2020. Effectivement, hein, on appartient à un réseau d'instituts universitaires, donc on a à peu près tous dans le réseau la même construction de nos formations, les mêmes orientations, des taux de sélection qui sont similaires, et effectivement, je confirme que sur certaines spécialisations très demandées pourquoi? Parce qu'avec d'excellents taux d'insertion professionnelle à même 3 mois, donc des formations très bien cotées sur le marché, on a des taux de sélection qui sont vraiment très faibles, élevés mais drastiques, et effectivement on peut passer en dessous de la barre des 10%. Bon, donc Valérie Mathieu, on va rentrer dans le vif du sujet aussi, hein, tout de suite. Sur quels critères se joue la compétition alors entre les étudiants, puisqu'il faut aujourd'hui les départager? Bien sûr. Alors, il y a 2 grandes étapes pour répondre à cette question. Il y a la première étape de sélection qui se fait sur dossier et la deuxième étape de sélection qui se fait sur entretien. Tous nos étudiants qui intègrent l'IAE Aix-Marseille intègrent l'IAE après avoir eu un entretien. Donc, il y a ces 2 étapes qui sont bien à distinguer. Alors, la première étape de la sélection sur dossier, on va dire que c'est une étape assez classique, assez attendue en termes de critères. On a des critères qui sont relativement objectifs, relativement quantitatifs. Oui, les notes sont importantes. Oui, les rangs de sortie, quand ils sont mentionnés, peuvent être importants. Les stages sont des critères qui sont pris en compte. Les tests, surtout, bien évidemment. Hein, nous regardons très attentivement les tests. Donc ça, c'est la première étape d'un recrutement. Recrutement sur dossier. Ça, c'est une étape qui n'est pas nouvelle, hein, finalement, celle-là. Hein. C'est une étape qui est effectivement classique, mais par contre, ce qui est nouveau, ce qu'on observe, hein, puisque c'est une question aussi qui était importante pour vous, on observe quand même une hausse régulière des niveaux de nos candidats sur ces critères, en particulier les tests. Je pense que les candidats se préparent de plus en plus, se préparent de mieux en mieux, et donc on a ces niveaux de tests, que ce soit les tests sur les niveaux logiques, sur les niveaux opératoires, mais aussi les tests de langue qui augmentent en niveau. Oui. Éric Lamarque, c'est ça, on constate donc cette dérive finalement des compétences techniques, enfin en tout cas des notes, voilà, très clairement. Maintenant, comme on ne peut plus juger uniquement sur les notes, il faut bien les départager, ces 2 élèves qui ont 18 de moyenne, qui postulent dans un master, et donc on les juge, on les sélectionne sur des compétences plus comportementales, c'est ça? C'est ce qu'on essaye de faire, en fait. Donc, une fois la première étape de sélection passée, qui est clairement sur les notes, mais aussi, rassurez-vous, des gens qui ont des bonnes notes, c'est souvent aussi des gens qui travaillent très bien et qui travaillent très bien en entreprise. Donc il y a quand même une corrélation entre les notes et la qualité des étudiants et la qualité des candidats. Après, quand les gens sont en face de nous pour l'oral, là, on va chercher autre chose, clairement. Et moi, je veux le dire avec mes mots, est-ce qu'ils ont une histoire crédible et intéressante à nous raconter? Est-ce que ça en fait des gens, des jeunes gens, des jeunes femmes intéressantes, parce qu'ils ont eu une expérience de stage, ça a été dit, parce qu'ils ont eu aussi une expérience d'activité associative, un projet qui est en cours. Voilà, donc en fait... Une personnalité aussi, quelque chose qui se... C'est à travers les projets qu'on sent bien, on sent des personnes qui sont engagées, on sent des personnes qui sont très précises dans ce qu'elles veulent faire. Moi, ce que j'incite à faire pour les candidats, c'est que, ayez des projets crédibles, soyez vous-même exactement, c'est-à-dire parlez de ce que vous faites au quotidien. Si vous n'avez pas trop d'histoires à raconter, je vais le faire bref, si vous avez passé du temps sur des téléphones ou des trucs qui n'ont pas grand-chose à voir, dans l'interaction, parce que souvent dans l'entretien, on ne revient pas sur les notes, on ne va pas faire question pour un champion sur une donnée, etc. Par contre, on va dire, alors parlez-moi un peu de ce projet, quelle étape êtes-vous, est-ce que c'est juste une idée, etc. Et là, on voit si la personne, c'est vrai, c'est du soft, c'est du comportemental, mais c'est quand même une personne qui... pour nous, on serait presque prêt à l'embaucher dans une équipe de professionnels, vous voyez, pas juste un étudiant. Et au final, souvent, ce qui fait la différence, c'est cette personne-là, si je devais l'employer, est-ce qu'elle apporterait quelque chose à mon équipe? Donc le soft, c'est ça aussi, c'est de dire, cette personne dans la promotion, elle va amener aussi quelque chose à la promotion. Ce n'est pas juste nous qui allions lui délivrer des connaissances, des compétences, elle va amener quelque chose et on fait un peu un mix de promotion parce que aussi tout le monde doit se nourrir des expériences des autres. Quelqu'un qui
n'a pas grand-chose, je dirais, à côté, même de ses études parfois. Parfois, on a des très bons dossiers. Mais voilà, il n'y a pas d'attrait à côté, pas d'intérêt. Mais ces compétences comportementales, cet entretien oral, où ils peuvent en effet vous raconter leur parcours professionnel aussi, il ne peut pas compenser à un moment un bon dossier. Un peu quand même. Un peu quand Après, même. ça va dépendre peut-être des IAE. Hein, mais moi, je sais personnellement que quelqu'un qui n'a fait que travailler et qui n'a rien à me dire d'autre que de son travail, et qui ne va pas me parler d'autre chose, qui s'est intéressé à rien. Alors, s'il n'y a pas un écart de notes gigantesque, mais vraiment quelqu'un qui a un projet construit, qui sait où il veut aller, il sait pourquoi il fait ce diplôme. Donc moi, j'incite les candidats à ne pas dire j'hésite un peu entre la finance, peut-être le marketing, etc. Non, vous êtes là pour un programme, et donc vous avez les idées assez claires autour de ce programme. On peut avoir un échange, vous nous expliquez pourquoi c'est clair pour vous. Voilà, ça c'est payant, et ça peut, de mon point de vue, à partir du moment où la personne est convoquée en entretien, ça peut faire basculer devant un dossier qui a de meilleures notes. C'est là où le quali ou le comportemental va prendre un peu le dessus. Valérie Mathieu, vous êtes d'accord, le comportemental peut des fois prendre le dessus quand on a un projet, qu'on croit à son projet? Oui. Bien évidemment. C'est la personnalité, c'est l'histoire du candidat. Ce sont des points qui sont absolument essentiels. Je rajouterai peut-être un autre point que nous, à l'IAE Aix-Marseille, on essaie vraiment d'évaluer en entretien. C'est aussi l'alignement du projet du candidat avec les valeurs de l'institution. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important. On délivre tous, que ce soit en université ou en école, des diplômes, des masters, mais chaque IAE, chaque école a un petit peu son positionnement, a sa stratégie, a des valeurs qu'elle essaie de défendre. Et donc, on recherche des candidats qui ne viennent pas simplement en essayant d'obtenir un diplôme, d'obtenir un master, mais on vient aussi avec des étudiants, on apprécie des participants qui se sont intéressés à l'école, qui comprennent le positionnement de l'école, la stratégie de l'école, les valeurs que l'école met sur l'environnement de la formation. Et donc, c'est ces points-là aussi qu'on évalue. D'ailleurs, ça nous permet aussi d'aller sur une certaine maturité du candidat. Un candidat qui est capable de se projeter au-delà d'un cœur de l'offre, si je peux parler comme un marketeur, qui est le diplôme, mais qui est capable aussi de voir tout l'environnement de cette offre, et en particulier ce qu'une école peut lui apporter dans sa façon de se positionner, dans les valeurs qu'elle met en avant. Donc nous, par exemple, à l'IAE Aix-Marseille, on est positionné sur l'humanistic leadership, donc on essaie d'amener nos candidats à s'interroger sur ce que ça signifie aujourd'hui et demain être un leader humaniste, et donc on essaie dans nos entretiens de voir si c'est quelque chose qui résonne, si c'est quelque chose qui fait écho, parce que ça sera quand même un gage, comme le disait Éric Lamarck, d'intégration dans les programmes et de réussite de l'année ou des 2 années, voire des 3 années que l'étudiant va passer avec nous. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Éric Lamarck, directeur de l'IAE Paris-Sorbonne, président du réseau IAE France. Valérie Mathieu, directrice associée de l'IAE, d'Aix, qui a été en visio, qui nous accompagne en visioconférence aujourd'hui. Merci à tous les deux. Merci et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.